Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'organiser cette 11e Experience Night avec Benjamin et Chloé. On est déjà 72. Pour se donner une petite minute à attendre les derniers, et je vous propose d'écrire la ville de laquelle vous êtes connecté dans le chat, sur le côté. Donc moi, c'est un peu sans surprise. Terrible. Il y a Nantes, Caen, Il y a tellement de Nantais, c'est cool. Parce que toi, Chloé, tu es à Nantes aujourd'hui. Ouais. Vernon, Aix-en-Provence, Palerme, toujours le vilain Palerme. Nice. En vrai, j'ai vu qu'il y a une poignée aussi de participants qui sont à l'étranger. Ah non, Trop top. Super. Bah, apparemment, à Toulouse. Trop bien. Ouais, et effectivement, à Paris, nous, c'est sous la pluie. J'espère que vous voyez bien que la connexion est bonne. Et encore Toulouse. Extra. Bah, on va se lancer tout de suite. Je vous laisse continuer d'écrire dans l'onglet chat. Alors, aujourd'hui, c'est le 11e Experience Night d'Avisio. Avisio, c'est un réseau de 500 top managers, plutôt de la tech, mais aussi de grands groupes, avec une poignée en région et à l'international. Et l'objectif de ces 500 experts, dont Benjamin et Chloé font partie, c'est qu'ils participent au renouveau du recrutement. Concrètement, ça veut dire partager réseau, expertise métier, pour aider d'autres boîtes à mieux recruter. Donc, on organise ces formats qui sont des Experience Night. Alors, attention, ce n'est pas des keynotes. Donc, Chloé et Benjamin ne vont pas vous délivrer la vérité sur ce que c'est que les sales ops et les sales perf. C'est vraiment une conversation dans laquelle chacun de vous peut poser ses questions. Donc, par rapport à ça, la seule règle, c'est que les questions, on ne les pose pas dans le chat. Le chat, c'était pour la ville. On pose toutes ces questions dans l'onglet questions. Et comme on va être nombreux, là, on est déjà 90, et je vous propose le système d'upvote. En gros, vous votez pour les questions et on les prendra par les questions avec le plus de votes, on les prendra en priorité. On va couvrir pas mal de sujets aujourd'hui, mais évidemment, on n'en aura pas fait le tout. Donc, s'il y a des questions à la fin, on aura l'occasion de s'en reparler ultérieurement. Mais vraiment, voyez-le comme une conversation, un partage d'expérience entre Chloé, Benjamin et moi, et on prendra les questions au fil de l'eau pendant les 45 minutes. Et évidemment, comme d'habitude, il y aura toutes les questions à la fin. On est très à l'aise avec ça, mais n'hésitez pas à les poser dès le départ. Un petit topo juste sur la thématique. En fait, on a choisi le sujet des sales ops et sales perf parce qu'on s'est rendu compte que parmi les 500 experts, c'était un vrai sujet. Et c'est une problématique forte, à la fois pour les head of sales, mais aussi pour les founders de boîtes plus petites. Et c'est à quel moment on prend son premier sales ops, qu'est-ce qu'on prend comme profil, c'est concrètement quel va être son quotidien et quels vont être ses enjeux. Donc, on va balayer un peu ces différents points au travers de vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, on ne pourra pas les prendre toutes, mais n'hésitez pas en tout cas à les mettre au fur et à mesure dans le live. Et du coup, pour cette thématique, j'ai la chance d'accueillir Chloé et Benjamin. Est-ce que vous êtes OK pour vous présenter rapidement? Yes. Je démarre? Vas-y, Chloé. Cool. Salut tout le monde. Du coup, moi, c'est Chloé. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les problématiques SalesOps et Salesforce, si je veux parler d'outils aussi. J'ai travaillé pour Groupon, pour la fourchette TripAdvisor avec Benjamin. On s'en reparlera. Aussi pour Miracle et maintenant pour Doctolib. Et voilà. Et sinon, dans la vie, je viens de déménager à Nantes. C'est trop bien. Voilà. Et vous avez derrière moi le magnifique bureau, que ça ne se voit pas du tout. Je suis dans un box un peu horrible. Voilà, j'espère que je ne creverai pas de chaud. Voilà. Et je passe la main à Benjamin. Bonjour à tous aussi. Donc, moi, c'est Benjamin. Donc, moi, je suis responsable de la team Business Operations chez Usign depuis 6 mois maintenant. Donc, l'objectif de la team, c'est vraiment d'optimiser les process end-to-end de la lead generation jusqu'à la partie facturation, en passant par les sales, le service, etc. Effectivement, et au préalable, j'étais 5 ans chez la fourchette TripAdvisor Restaurant aussi avec Chloé, où on travaillait sur le même type de problématique. Je m'occupais notamment aussi d'optimiser les produits et les outils de toutes ces équipes-là business. Et j'ai commencé aussi 5 ans avant chez Comititre, déjà dans le monde du CRM, en CRM des clients du Pass Navigo à Paris. Mais c'était déjà le premier pas dans le monde du CRM. Donc ça drive un petit peu ma carrière pour l'instant. Trop bien. Et du coup, vous êtes anciens collègues. Et ce qui est sympa, on a un peu préparé cet événement, mais on a quand même quelques petites anecdotes pour vous. Et on va peut-être commencer par une question hyper généraliste, qui est un peu comment vous êtes tombé dans la perf et dans les ops.
Je peux répondre, enfin, je peux commencer. Moi, effectivement, comme je disais, j'ai fait d'abord 5 ans dans le monde du CRM, beaucoup plus classique. Vraiment, j'étais en charge de faire évoluer un CRM, mais pas du tout B2B, B2C. C'était vraiment le client de Pass Navigo, etc. Et c'est vrai que c'est à travers la fourchette, et il y a 5-6 ans, où les ops n'étaient pas encore, on va dire, autant à la mode qu'aujourd'hui. C'est un peu le début, je pense, de ces postes-là, où on a commencé en sales ops un peu par hasard. Et je suis rentré plutôt par le monde du service client déjà. C'était moins sales à l'époque. J'étais plutôt autour de Zendesk, optimisation des process du service client. Et en commençant par là, on se rend vite compte qu'en fait, la chaîne, elle est en fait assez transverse et il y a un impact service, ça va avoir un impact sales et globalement, donc petit à petit, le scope s'élargit. L'idée, c'est de garder cette vue un peu transverse de tous nos process. Donc, voilà. Donc, je suis rentré par le monde du service client et j'ai commencé à aller défricher à droite à gauche les différents métiers qui gravitaient autour de tout ça. Trop cool. C'est un peu pareil pour toi, Chloé? Pas vraiment, mais en fait, c'est assez marrant. J'avais une formation et je me disais plutôt que j'allais faire chef de produit marketing. Et puis un jour, j'étais appelée par une boîte, on parlait pas vraiment de start-up à l'époque, mais bon, une boîte web qui s'appelait Groupon. Je suis arrivée en entretien et c'est un certain Henri qui m'a pris en entretien, qui a dépilé hyper vite et qui m'a donné hyper envie. En fait, le poste était bras droit d'un regional manager. Je vois qu'Henri est en train de faire un truc, je me demande ce qu'il va dire. Ouais. Et en gros, je suis rentrée dans ce moule-là d'aider les sales, d'animer un petit peu la force commerciale et d'outiller, d'aider, d'accompagner. À l'époque, on ne parlait pas de sales ops ni de sales perf, mais finalement, c'était déjà ce poste-là que je faisais à l'époque. Et voilà, j'ai mis un petit peu les pieds dans les différents outils, ça m'a beaucoup plu. Et c'est comme ça qu'après, je suis allée à la fourchette pour mettre ça en place aussi. C'est vrai, vous l'avez tous les deux dit, c'est un métier assez récent et je pense qu'il n'y a pas de formation de sales ops. On tombe un peu dedans, soit en arrivant dans l'écosystème customer, soit côté sales. Peut-être, on peut commencer par vos grandes missions au quotidien. On parlera évidemment plus tard de l'articulation avec les équipes sales, mais juste les grandes lignes de votre quotidien. Je peux commencer cette fois-ci. Alors, du coup, moi, je dirige le pôle Sales Tools au sein de SalesPerf, qui est une équipe globale. Dans mon équipe, il y a des product managers et des run managers qui vont faire le lien avec des équipes projet côté sales. Et tout ce qu'on fait, c'est au service de la performance commerciale avec un KPI qu'on suit qui est comment est-ce qu'on va augmenter le revenu. Et on met en place, du coup, ce qui est facile, hein, et donc, du coup, on met en place des réflexions, des projets et parfois, du coup, des évolutions de produits pour répondre à différentes problématiques. Ça, plus le fait d'avoir, pourquoi pas, des ouvertures de pays, des nouveaux produits qui arrivent, etc. et qui vont aussi driver les forces commerciales. Voilà, donc beaucoup de coordination et un KPI North Star qui est comment est-ce que tout ce qu'on fait, on le fait pour faire plus de revenus, quoi. Et est-ce que tu peux juste nous dire la taille de l'équipe SalesPerf chez Docto? On est une trentaine, basée entre Paris, Nantes et Berlin. Et voilà, on travaille, on a séparé cette équipe entre un pôle très chasse-prospection, un pôle très nouveaux produits, un pôle Sales People Excellence. Donc, comment est-ce qu'on va aider aussi à continuer à former les équipes, à revoir les schémas de bonus, etc. Et puis, Sales Tools, qui du coup m'appartient sur comment est-ce qu'on articule tout ça pour bien équiper tout le monde. Donc, vraiment au cœur de la perf. Et toi, Benjamin, c'est un peu pareil au quotidien ou... Moi, c'est un peu différent parce que je suis pas uniquement sales justement et c'est un des points qui est assez important pour moi globalement. Mais donc, l'équipe Ops chez Usain, elle est récente en fait, elle existe vraiment depuis que je suis arrivé, donc depuis 6 mois. Donc je suis venu la monter. On avait un Sales Ops au préalable qui était là depuis 1 an, qui s'occupait des problématiques Salesforce, mais qui était du coup directement rattaché à la direction commerciale. Et là, on a volontairement centralisé un peu tout ça parce que en fait, en gros, notre enjeu à nous, c'est d'optimiser les process end-to-end. Vraiment, c'est ce que je disais de la lead generation jusqu'à la partie facturation, faire en sorte qu'en fait, on optimise la manière dont toutes les équipes, marketing, sales, services, finance, qui ont leurs propres objectifs, travaillent mieux ensemble. Donc, nous, on est là pour mettre un peu de l'huile dans les rouages globalement. Et donc, du coup, moi, volontairement, j'appelle pas les gens de l'équipe Sales Ops ou Service Ops, etc. Je les appelle le Business Ops parce que j'ai pas envie de recréer des silos au sein même de ma propre équipe, globalement. Alors, même si forcément, on va avoir des dominantes, on va avoir des équipes sales, on va avoir des experts marketing qui vont maîtriser tel ou tel outil, mais globalement, j'essaie d'être un bossé quand même sur tous
tous les projets pour aller optimiser, identifier les endroits où on peut améliorer l'efficacité opérationnelle de telle ou telle équipe, mais en ayant toujours en tête un petit peu l'impact que ça va avoir sur l'équipe d'à côté qui va récupérer le client, le lead, etc. pour gérer ses problèmes. Donc nous, on fait ça. Donc on a vraiment cette vue globale des process end-to-end. Les outils, on les optimise, mais tous les outils, on les optimise pour supporter en fait l'évolution des process qu'on va avoir. Et en plus de ça, j'ai aussi dans mes équipes une partie plus gestion de projet, donc plus consulting interne qui va venir aider en fait à mettre en place des projets très transverses. Typiquement, là, on a lancé la nouvelle version de notre application V3. Ça veut dire former des sales, avoir du contenu, avoir de l'enablement, être sûr que le produit est présent en temps et en heure. Enfin, toutes ces problématiques-là, on les gère vraiment en mode chef de projet. Et c'est nous qui pilotons ça et on accompagne en fait la boîte à aller mettre en place ces projets très transverses. Donc, et la taille, et on est 6 aujourd'hui. 6 au global, d'accord. Donc ça veut dire que encore Chloé comme toi, vous êtes en interaction avec pas mal de monde en interne. C'est un espèce d'électron libre qui a comme Nordstrom que tu disais la perf. Comment vous bossez avec les équipes sales? Globalement, on a des interactions. Donc moi, je bosse directement avec le directeur sales aussi au quotidien pour définir les grandes priorités de la team sales et que je sois capable de les traiter au même titre que les autres priorités des autres équipes, parce que justement, je suis assez central, donc je travaille avec tout le monde. Et après, moi, j'aime bien aussi que les équipes plus opérationnelles passent du temps à faire du shadowing, à vivre aussi au quotidien avec les sales, comprendre c'est quoi leur travail, comprendre comment ils utilisent nos outils, comprendre comment ils utilisent nos process pour optimiser, comprendre et du coup être capable de mettre en place des améliorations. C'est la clé, hein, les vies ma vie, le shadowing, et aussi, en fait, souvent les meilleurs sales ops, c'est les anciens sales. Ouais. C'est con, hein, mais en fait, si on aime bien le monde commercial, qu'on a assez structuré, qu'on aime les process, qu'on est assez attiré par ce monde-là, ça fait une belle transition aussi. Et on peut partir sur des postes qui sont dans la galaxie Sales Ops autour de la formation et de l'enablement, etc. Ou même vers des choses beaucoup plus orientées process et produits après. Mais il y a beaucoup d'anciens sales dans les Sales Ops et les Business Ops, pour reprendre le terme de Benjamin. Je suis assez alignée avec lui, que je connais. Donc en fait, vous avez un peu une vision aussi comme un product d'aller écouter, d'aller comprendre les équipes, comment elles fonctionnent. Ouais, je vais rebondir aussi dessus parce que c'était la question que tu posais au début. Aussi, comment je suis rentré dans le monde de l'Ops. À la base, moi, j'ai plutôt un profil ingénieur, j'ai fait une école d'ingé, etc., plutôt système d'info et j'étais product manager aussi. Donc, du coup, moi, je viens de ce monde du produit et je suis rentré chez la product comme ça aussi. C'est au-delà d'être dans l'optimisation des process du service client. J'étais aussi honneur des outils internes développés par les développeurs pour optimiser ces process-là. Et donc, je suis rentré parce que je fais du product management, mais mes clients, c'était pas des clients internes, c'est des clients internes. Et c'est exactement ça, tu l'as dit, c'est en fait, on règle des problèmes comme des product managers, on identifie des problèmes, qu'ils soient sales, service, finance. En fait, on est là pour comprendre des problèmes, on est là pour trouver des solutions. Ça passe par de l'optimisation de process, ça passe par de l'optimisation d'outils, peut-être d'autres choses, mais voilà, on est censé être. Moi, je me considère vraiment comme un product manager interne. Aussi. Du coup, ça fait une excellente transition avec la question de Mathieu qui dit quels sont les skills et le parcours pour un profil Top Gun de Sales Ops. Alors, je crois que parcours, on a un peu répondu. Par contre, sur les skills, moi, de là à chaud, je comprends déjà qu'il y a un gros sujet analyse et écoute. Est-ce que vous pensez à d'autres trucs qui feraient la différence? Il faut une appétence business. C'est hyper clé. Un technicien pur ne sera pas intéressé par les problématiques sales, en fait. Il faut être assez empathique de ce qu'on va mettre en place, qui est du coup au service de la performance commerciale. Il faut quand même que ça aide les commerciaux et du coup se mettre bien à la place des commerciaux et avoir cette appétence-là. Question en entretien, il faut absolument demander quel est le business model de la boîte pour laquelle tu es en train de postuler. Explique-le-moi, vends-le-moi, il faut que quelqu'un sache et parler en termes de chiffres et en termes de business. Donc effectivement, analyse, chiffres, KPI, driven, etc. Mais aussi comme sales-y, quoi. Ouais, une appétence sales. Et est-ce que, du coup, Benjamin, toi qui as un background un peu tech, est-ce qu'il faut forcément comprendre ou au moins être un peu tech savvy pour être un bon sales up? Vous dealez avec pas mal d'outils et pas mal de process. Ouais, c'est mieux parce que du coup, ça donne beaucoup plus de compréhension sur la complexité ou la scalabilité des solutions qu'on met en place. Et effectivement, le côté business, il est clé. C'est sûr que en fait, ça marche pas, mais aussi le côté tech, et c'est un peu une balance à trouver entre les deux.
Et justement, en fait, c'est là toute la subtilité entre guillemets du profil, c'est qu'on a, on est un peu les traducteurs entre un monde business qui comprend moins la tech et la tech qui comprend moins le business. On est là, on va faire le lien entre ces deux mondes-là, et c'est là où justement on amène beaucoup de valeur parce qu'on a cette compréhension de souvent le business a envie de mettre en place des choses, pense que c'est facile à mettre en place, mais ne se rend pas compte des impacts que ça peut avoir. Et donc nous, on est là aussi pour mettre les garde-fous pour faire les choses proprement, quoi. Et donc du coup, moi, c'est ce que je cherche en entretien. Dans les annonces que je poste aujourd'hui de Business Ops, donc on a une taille où je cherche des profils assez généralistes aujourd'hui, parce que je ne peux pas spécialiser tout le monde, je n'ai pas non plus 25 headcounts à recruter en 6 mois, mais globalement, il y a une partie très product management, une partie très projet process, et un dernier pilier qui est autour de, effectivement, de la data KPI pour être aussi capable d'aller manipuler un peu de données pour backuper les projets et s'assurer que ce qu'on met en place, c'est efficace. Ouais. Et justement, en parlant, il y a la question de Younes en parlant du terrain. Tu faisais mention, Benjamin, à garder les yeux sur le terrain, etc. Et comment font les sales ops et la perf pour garder toujours en tête la réalité du terrain? Je sais pas lequel veut s'y coller. C'est une bonne question. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a naturellement beaucoup de choses à faire et donc on a naturellement moins de temps à passer à se dire je vais passer une journée avec un sales avec toutes les tâches que j'ai à réaliser. Je vais perdre mon temps, mais c'est là où il faut qu'on arrive à garder ça avec des routines qu'on peut mettre en place une fois par quarter, une fois par mois. Donc quand on travaillait avec Chloé, on avait la chance d'avoir un centre de service partagé qui était à Barcelone. Donc toutes les équipes sales, service étaient sur place dans les mêmes buildings à Barcelone. On essayait d'y aller quand même. Une fois par quarter, idéalement une fois par mois, c'est pas toujours facile, mais d'y aller sur place, passer 3-4 jours, vivre un petit peu la vie de ces gens-là. Donc c'est une routine qu'il faut réussir à garder. C'est pas facile, je suis d'accord, mais c'est au final super bénéfique parce que en fait en 3 jours, tu te rends compte simplement des galères que les mecs peuvent avoir sur leur outil. Et ça permet de fixer rapidement des petits bugs qu'on n'aurait pas forcément vus si on était resté loin, quoi. Et du coup, faire des vies ma vie et passer du temps avec les équipes et aller faire un rendez-vous de vente et faire de la double écoute, etc. Ça va faire partie des objectifs. Donc, on a les objectifs trimestriels tous, à tous les niveaux. Et on a tous des objectifs de vie ma vie. Donc, à tous les niveaux, le COMEX, ils ont aussi des objectifs de vie ma vie et ils n'atteignent pas leur bonus, ils n'ont pas fait leur vie ma vie. Donc, c'est un truc hyper important et hyper ancré. Rester au contact. Et il y a pas mal de questions. Et juste une dernière sur la partie outils. C'est Henri, donc ça, je pense que tout le monde connaît. Et il pose la question du CRM. Est-ce qu'un Sales Ops est vraiment un admin CRM? C'est quoi la place du CRM dans vos vies? Alors moi, j'ai un avis aussi assez... Alors au début, effectivement, quand on n'a pas beaucoup de ressources, forcément, la personne sera un peu touche à tout et doit avoir cette appétence un peu outil CRM. Moi, j'ai une approche encore une fois, très product et rapidement, et là, je l'ai mis en place chez Yousan, mais chez Apronet, on avait 4-5 développeurs Salesforce très techniques, des ingénieurs Salesforce qui amenaient qui considéraient Salesforce comme un produit interne, vraiment, avec des méthodes de développement un peu scale. Et moi, je tends à aller rapidement vers ça. On a des business ops qui sont en charge de spécifier, de comprendre les besoins des process et de les spécifier et de les passer à une équipe technique qui, elle, a l'expertise technique pour construire la meilleure solution scale pour la suite. Parce que après, une fois que c'est mis en place, c'est très difficile de détricoter des choses qui ont été faites un petit peu par une personne qui va faire, ça a marché et c'est pas son métier, donc forcément, on aurait pu optimiser la manière dont ça a été implémenté. Donc j'essaie d'aller vite vers ça, où on peut séparer les choses pour avoir du focus sur quelle est la mission de chacun. C'est vrai que le CRM, c'est souvent le nerf de la guerre quand on parle de prospection commerciale. Et c'est pour ça que souvent les deux rôles sont l'un et l'autre combinés. Et quand on commence, le premier poste de SalesOps qu'on ouvre, c'est souvent l'admin du CRM, donc de Salesforce, d'HubSpot ou d'autres solutions qu'on utilise. Mais assez vite, il faut en sortir parce que si on enferme quelqu'un là-dedans, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'on a pris un mouton à 5 pattes, on ne va pas se mentir. On est en train de dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui fasse de la data, qui soit fort en data, qui soit tech-savvy, qui soit salesy, qui aime analyser, qui aime mettre en place des process, etc. Et si on l'enferme dans un rôle d'admin Salesforce où il se prend des demandes toute la journée de est-ce que tu peux rajouter un champ, voilà, on risque de dégoûter une personne. Donc, faut avoir un coup d'avance. On peut recruter quelqu'un et pas le garder très longtemps sur ce poste-là si on peut le faire évoluer assez vite, quoi. Et justement, dans ce sens, au début, tu dis il va évoluer vite dans ses missions. Il y a la question de Timothée qui dit quels sont les débouchés pro pour un Sales Ops Manager. Comment
Je pense même si on remonte un peu en arrière, on monte l'escalier, du first time Sales Ops à Sales Ops Manager et à ensuite. On a un très bon exemple, Benjamin et moi. On a été recrutés par le Sales Ops Manager de notre équipe La Fourchette, qui était Damien Rodière, et aujourd'hui, il est Country Manager sur plusieurs pays à La Fourchette. Donc, c'est un chemin possible. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on est côté Sales Ops, on est souvent le bras droit du directeur commercial. Donc, en fait, un des chemins, c'est d'aller vers la direction commerciale. D'autres chemins, c'est d'aller vers du product. C'est un peu mon cas, en fait. Je suis en train d'aller vers le product et potentiellement, demain, je vais travailler sur tous les sujets autour du tooling des sales et même sortir de la partie Sales Ops. Je ne sais pas ce que tu auras en tête, Benjamin, comme autre possibilité. En gros, c'est un peu ça. C'est comme on dit, il y a quand même en gros 3 piliers. Ce qu'on a dit product, très projet, process, peut-être plus data. Et naturellement, chaque personne a plus d'appétence sur un de ces piliers-là. C'est tout à fait normal. Et donc, en fonction de cette appétence-là, comme tu dis, Chloé, on peut tendre plutôt vers du product. Moi, je suis passé aussi, encore une fois, par la classe product pendant un certain temps, plus du business. Après, Sales Ops, encore une fois, ce que je disais aussi, c'est pas uniquement sales. Ça peut amener sur toute la transversalité de tous les business, donc services, finances, etc., pour être il y a des COO, tout simplement, derrière. On peut tendre vers ça. Country manager, bien sûr. Head of Sales, voilà, ça peut amener sur pas mal de choses. C'est ça qui est bien avec cette fonction, c'est très central au final, donc ça permet d'avoir quand même pas mal de débouchés en fonction de l'appétence des gens. Alors, il y a pas mal de questions qui sont tombées justement vis-à-vis de ça. Il y a notamment, si je vais prendre à peu près dans l'ordre, il y a Jean-Baptiste Moridon de Bordeaux qui vous pose la question: par quoi est-ce que vous commenceriez pour construire un pôle Ops dans une jeune start-up? Il y en a pas. Mais prenons l'exemple d'une boîte SaaS peut-être. Par où on s'y prend quand il y a 0 Sales Ops? Vous avez un peu parlé comment on attrape le premier Sales Ops, comment on le convainc de venir en poste, mais comment on organise tout ça? C'est un peu ce que je fais aujourd'hui. On n'est plus une start-up parce qu'on a YouSign, ça a 7-8 ans et on passe de scale-up parce que là, ça accélère pas mal. Mais globalement, moi, ce que j'essaie, c'est de prendre des gens au début assez généralistes, comme on disait, capables de comprendre tous les business de l'entreprise et pas uniquement sales. Ça, je pense que c'est clé, vraiment d'avoir dès le début en fait cette vue transverse, parce que justement sinon on resilote très vite les projets qu'on mène. Et idéalement, comme disait Chloé, effectivement au début, avec le peu de ressources qu'on a, le peu de headcount qu'on peut avoir, c'est d'avoir quelqu'un d'assez débrouillard pour prendre en main le CRM, comprendre le business, passer du temps avec les users. C'est vraiment c'est très généraliste. Et plus le temps passe, plus on va organiser, plus on va spécialiser aussi pour plus de focus les gens. Et moi, je suis assez fan, j'en parle souvent, mais c'est l'organisation en squad. Pour moi, c'est juste c'est des choses qui sont très claires, à savoir avoir des gens qui ont des skills spécifiques, tech, product, business, data, à qui on va aller allouer un objectif très clair d'optimiser le taux de conversion, quelque chose comme ça. Et globalement, voilà, ils ont un objectif clair, ils ont tous les skills pour le faire, on leur donne les moyens sur un quarter d'aller faire bouger tel ou tel KPI. Et à terme, c'est vers ça qu'il faut tendre, je pense. Avoir des gens très clairs sur des skills avec un objectif commun à atteindre. En fait, le premier profil généraliste. Deuxième profil, c'est quelqu'un qui va aider à aller un peu plus loin là où la première personne ne pouvait pas aller, par manque de temps ou par manque de compétences aussi, parce qu'on commence souvent avec quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, mais pas trop non plus. On ne prend pas quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, on prend quelqu'un qui va être un peu plus hands-on et puis qui va avoir 30 ans d'expérience peut-être pour démarrer. Donc, c'est comme ça qu'après les choses se découpent et puis ça se fait assez naturellement dès lors qu'on grossit un peu. Et puis effectivement, comme on adresse les équipes sales, mais aussi CSM et les ops derrière, avoir le fil rouge, c'est assez intéressant aussi. C'est une bonne manière d'aborder le sujet. Et donc finalement, c'est lié plus à un moment de vie qu'à une taille critique, parce qu'il y avait la question de Romain, c'était y a-t-il une taille critique pour une boîte pour faire appel à un premier sales ops? C'est plus un moment de vie où il y a vraiment, vous pensez, une grande tendance au niveau des chiffres? Non, je pense qu'il n'y a pas de bon moment, le plus tôt possible, j'ai envie de dire. Je dis ça parce que je prêche pour ma part, c'est effectivement, je dis qu'on est utile, mais je pense qu'effectivement, je pense que c'est le plus tôt possible, c'est le mieux, parce que justement, on garde cette vue, on évite de créer ces silos, et je pense que c'est important rapidement d'avoir cette ownership-là.
et cette indépendance. C'est ça qui est important, c'est qu'on n'est pas au milieu d'une équipe business, idéalement. Si on peut éviter d'avoir l'équipe Ops au sein des sales, au sein du service ou au sein de notre équipe business, ça va de fait biaiser en fait, les priorités. Alors que l'objectif de la team Ops, c'est d'optimiser la manière dont l'entreprise, le global travaille. Donc, il faut qu'elle reste aussi indépendante. Et justement, à titre perso, c'est quoi vos KPI respectifs? C'est une des questions d'ailleurs qui a été posée. Parce que vous travaillez avec les sales, vous avez la vision produit, mais concrètement, sur quoi est-ce qu'on vous attend en termes de KPI? Moi, je peux ouais, en gros, aligner sur les OKR de l'entreprise. Moi, je travaille pas mal aussi pour aligner. Enfin, il y a une grosse partie du travail aussi qui est d'aligner justement les priorités de toutes les teams et d'être sûr qu'on a sur un quarter des priorités communes. Et pas faire en sorte que l'équipe sales lance ce projet, mais alors que l'équipe service n'est pas du tout au courant et du coup, au bout d'un moment, ça va biaiser que nous, on ne soit pas en capacité d'implémenter les optimisations qu'ils veulent. Donc, voilà, on travaille pour avoir les objectifs, les OKR les plus clairs. C'est montrer un OKR, c'est très à la mode aujourd'hui, mais on a les OKR les plus clairs possibles, alignés entre les teams. Et ensuite, nous, on est incentivés sur les OKR de l'entreprise parce que au central. Après, les KPI, oui, c'est du classique, on est sur ce que disait Claude au début, in fine, tout ça pour augmenter le revenu de l'entreprise. C'est ça, et c'est compliqué de mesurer, parce qu'on parle de KPI beaucoup, c'est compliqué de mesurer l'atteinte d'un objectif s'il est très éloigné, par exemple augmenter le monthly recurring revenue. Mais dès lors qu'on découpe et qu'on a des KPI un peu plus petits, c'est plus facile à atteindre. Est-ce que j'ai augmenté le nombre de meetings? Est-ce que j'ai augmenté mon taux de conversion pour y arriver? Est-ce que j'ai augmenté le nombre de headcount? C'est-à-dire j'ai aussi des objectifs d'aller recruter en travaillant main à main avec l'équipe talent, etc. Et si on fait maintenant un petit zoom sur vos outils, il y a la question de Louis qui dit, donc on a parlé, il y a 2-3 questions, je vais essayer de les agréger. C'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé de Salesforce. Quels sont vos outils hors Salesforce préférés côté sales, selon qui le plus gros impact dès leur mise en place? En gros, c'est quoi le quick win du bon outil quand on lance cette alors, c'est vrai qu'on a très Salesforce maintenant. C'est le petit moment de pub. YouSign, c'est ça pour optimiser la signature de vos contrats, allez-y. Non, enfin, Salesforce, c'est quand même effectivement central. Après, il y a des outils aussi d'optimisation des canaux en fait sur éviter aujourd'hui comment on peut optimiser les chats, être beaucoup plus réactif en face de nos prospects, de nos leads, être capable de leur répondre vite en fonction du canal que eux ont choisi pour nous contacter, parce qu'on ne peut pas se mettre tout le temps à la peau du client en fait en fonction des profils. Ils vont préférer le téléphone, ils vont préférer le chat, ils vont préférer le self-service. Donc idéalement, moi j'aime bien les outils. Aujourd'hui on n'a pas chez YouSign, on va essayer de mettre en place des outils de chat aussi pour avoir ce canal privilégié pour faire ça. De mon côté, je dirais les bons outils qui font plaisir, c'est les outils d'efficiency, donc la synchronisation entre le calendrier et les CRM, alors que ce soit Salesforce ou un autre CRM d'ailleurs. La téléphonie intégrée aussi, et du coup, toutes les automatisations qui vont derrière. Et en fonction de la typologie des sales, on va avoir soit des sales terrain qui auront peut-être besoin de se géolocaliser, avoir un outil de maps, de territory, et puis voilà. Puis d'autres sales qui seront plus au téléphone, les inside sales, eux, on aura peut-être envie de leur préparer des listes ou des cadences. Il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça. Je pense à beaucoup de monde parmi nous, on les utilise. Donc, les outils Salesforce, c'est High Velocity Sales. Il y a Salesloft qui le fait aussi. Il y a beaucoup, d'ailleurs, d'opérateurs de téléphonie qui font ça. Voilà. Donc ça donne aussi une idée pour driver vers de l'efficacité. On ne se pose pas trop la question. On suit les prios qui auront été préparés justement par l'équipe SalesOps. Voilà. Il y a quelques experts qui profitent pour donner leurs bonnes idées sur le chat. On cite notamment Mojo, Cobra, Bonjour. Exact. Il y en a plein d'autres. Les autres pillars sur les groupes d'appels sortants. Carrément. En ce moment, on est en train de tester notre collègue chez Piper aussi, toujours dans cette optique d'optimiser, faciliter la prise de contact. Donc, c'est de la prise de rendez-vous en ligne. On est en train de tester ça aussi. Voilà, c'est des outils qui sont très bien synchronisés avec CRM. Effectivement, Cobra, ces choses-là, Mojo, on est dessus aussi. Ouais, nous aussi. Et Mojo, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose d'assez nouveau en fait. C'est l'analyse des conversations qui ont été faites et comment est-ce qu'on peut après
facilement retrouver tous les insights, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Bah, écoutez, parfait. Mojo. Comment? Je disais tout le monde aime Mojo, je suis en train de regarder les commentaires. Il y en a beaucoup qui viennent de cette boîte, ouais. Il y a une question, alors c'est une agrègue pareil de 2 questions. C'est la question de la confiance. Comment on fait quand on travaille à la perf pour être vu comme un apporteur de valeur et pas comme un flic ou juste un gars qui serait dans l'analyse? Je pense que ça se fait naturellement à partir du moment où, je pense que encore une fois, comme c'est assez central et qu'on a pour optimiser la manière dont l'équipe travaille, je pense que rapidement, si les choses sont bien faites et que les process sont bons et qu'on vient faire évoluer les outils de la bonne façon, je pense que rapidement on voit la valeur. Moi, encore une fois, ça fait 6 mois que je suis arrivé chez DoSign. La partie Ops n'existait pas vraiment avant d'arriver. Et je pense que maintenant, comme on prend en charge le sujet, en gros, que les autres équipes ne voulaient pas prendre en charge parce que ça fait pas partie de leur focus, etc. Un sales, il a envie de vendre, il a besoin de vendre, il n'a pas besoin d'optimiser son CRM ou globalement, il a l'objectif sur de la vente. Donc en fait, tous ces sujets un peu flous, un peu flottants, en fait, on a une équipe qui les prend et donc normalement, on les fait atterrir. Et c'est là qu'on voit la valeur, c'est que justement, vraiment, il y a une efficacité qui est mise en place puis que quelqu'un s'en charge, quoi. Ouais, donc c'est une confiance qui se gagne par le résultat, en fait. C'est vrai. Et en fait, Benjamin, il a raison sur un point, c'est qu'on fait beaucoup de choses qui sont un peu dans l'ombre. En fait, des choses qui ne se voient pas trop et qui vont aider. Et en fait, c'est cool de faire des choses qui vont aider, mais il faut surtout bien communiquer. C'est con, mais ça passe vraiment par la communication. Si on croit qu'on a trop communiqué, c'est qu'on a juste assez communiqué. Il faut absolument montrer tout ce qui a été fait, pour quelles raisons, expliquer pourquoi on met en place des choses. C'est un process relou qu'on est en train de mettre en place, mais c'est bien pour une bonne raison derrière. En fait, ça va nous faire gagner derrière en efficacité. Ça va mettre tel résultat au global pour la boîte. Donc, voilà, communiquer, parce qu'on fait beaucoup de trucs dans l'ombre. Sincèrement, et les sales ops et anciens sales ops qui sont parmi nous, c'est très bien, en train de sur notre Excel, d'essayer de faire les listes parfaites, d'essayer d'assigner au mieux, etc. On sait que c'est des trucs qui sont parfois un peu lourds, parfois manuels, le temps de les automatiser. Si ça, on ne sait pas le mettre en lumière en communiquant bien, c'est dommage. Donc, ouais, c'est la communication qui crée après aussi la bonne relation, la confiance. Et en parlant de relation avec les sales, il y a la question de Henri qui est de Bonjour, qui est le turnover est fort chez les sales, en moyenne 14 mois dans le SaaS. Est-ce que réduire ce turnover en facilitant la vie des sales fait partie de vos objectifs? Est-ce que c'est lié à votre quotidien? Je l'ai pas en KPI, mais il est carrément intéressant. Moi, j'avais poussé à un moment donné, c'est un peu dans l'idée, mais c'est avoir des KPI de NPS interne, enfin de NPS interne, donc satisfaction de nos users internes via des surveys potentiellement pour dire est-ce que vous êtes content des moyens qu'on vous donne pour réaliser votre travail. Donc c'est pas exactement la même chose, mais c'est toujours dans la même idée de simplifier la vie des gens et d'être quand même incentivé aussi sur au-delà du fait qu'ils soient performants, c'est qu'ils sont contents aussi des outils, des moyens qu'on leur donne pour faire leur travail. Clairement. Alors, pas moi au sens de l'équipe Sales Tools, mais l'équipe Sales Perf, oui. Parce que on sait très bien que la rétention en fait, des talents, elle est hyper importante. Le ramp-up moyen chez nous, et je pense à peu près partout pareil, c'est plus de 6 mois. Donc, bien sûr, dès lors qu'on a investi en quelqu'un, on n'a pas envie qu'il parte. Ça fait partie des KPIs et c'est un impact direct sur le revenu à la fin, dans tous les cas. Donc, effectivement, on le suit de près. On ne sait pas toujours bien l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de raisons perso quand même. Mais ouais, on sait en tout cas comparer les différentes équipes et on arrive à expliquer 2-3 trucs, quoi. Et justement, quand on parle de gros recrutement, lorsque une équipe RevOps, c'est la question de Romain, ou SalesOps vient à scaler, est-ce qu'on recrute plutôt par vertical, Sales, CS, Market, ou plutôt par spécialisation de skills, analyste, CRM admin, intégrateur, enablement et tout ça? C'est quoi votre recrutement? Moi, je suis très skills, personnellement, encore une fois, parce que je garde cette envie que les business ops ou revenus ops, effectivement, ça fera la même chose, et cette vue end-to-end de toutes les verticales, rosiloter en fait les métiers dans mon équipe, même si naturellement, encore une fois, ça se fait petit à petit, mais il faut garder cette vue globale. Par contre, les skills,
elles sont super complémentaires. Donc, c'est ce que je disais sur les squads. Effectivement, au bout d'un moment, il vaut mieux avoir un expert data qui va amener vachement de valeur sur cette verticale-là. Un Salesforce Engineer, il va amener de la valeur sur l'implémentation de solutions. Voilà. Ces skills-là, c'est très important de les avoir de plus en plus spécialisés. Et toi, Chloé, c'est une vision verticale ou plutôt au contraire comme Benjamin sur les skills? Je suis un peu partagée parce que j'ai vu plein d'organisations différentes. On a testé pas mal de trucs différents. Et ça dépend beaucoup de l'organisation de la boîte aussi, en fait. Est-ce qu'il y a un pôle commercial très fort qui veut être équipé avec une équipe business ops qui est très orientée commerciale et pareil, un pôle ops très fort qui va être équipé, etc. Et donc, du coup, ça fait 2 équipes alors qu'en fait, on peut en avoir qu'une seule. Ce que j'aime bien dans les skills, c'est que les personnes se reconnaissent comme dans les skills. Donc, si on cherche un data manager, ça va être plus facile de recruter un data manager qui, demain, quand les équipes vont grossir, va pouvoir créer une équipe à l'intérieur de laquelle il y aura, toujours dans un point de vue business analytics, donc business operations, qui va avoir, du coup, l'un va avoir un focus sur telle équipe ou tel produit, etc. Et c'est la facilité de démarrer comme ça, parce que c'est comme ça qu'on est assez clair aussi sur les missions et qu'on peut après amener les gens à progresser et en leur disant, bon, bah voilà, dans 3 ans, tu veux faire ça, qu'est-ce qui te manque comme skills pour y arriver. Après, c'est assez marrant comment SalesOps, c'est une équipe métier, mais qui est en fait souvent récupérée par les équipes tech, qui revient parfois dans les équipes métiers à nouveau. Les directions sales et ops se disputent, c'est assez marrant. Oui, c'est un côté guerrier. Et il y a pas mal de questions qui sont tombées. En plus, il est déjà 12h17. Je propose pour les prochaines, on répond l'un de vous. À chaque fois une personne sur le truc. Alors, il y a en gros les 3 thématiques, c'est quand même toujours le sujet scaling, outils et sales enablement. Pas facile, tu vois. Alors, on va commencer par la première. Ouais, c'est sur le sales enablement, ça doit être porté par le sales ops, le PMM ou le marketing directement. Bonne question, encore une fois. Mais parce que Chloé a dit quelque chose tout à l'heure qui était assez intéressant, c'est effectivement la bonne organisation, elle dépend aussi beaucoup de l'entreprise et du contexte dans lequel elle est, etc. Il n'y a pas de livre blanc qui va dire exactement le sales enablement, il faut le mettre là parce que ça a marché. En fonction des gens qui sont en place, de l'organisation, de où on en a boîte, ça va être plus ou moins efficace à tel ou tel endroit. Sales enablement, on peut le mettre directement chez les sales, parce que du coup, c'est aussi pur métier, créer des playbooks, ça fonctionne. Product marketing existe aussi quand on vend du SaaS. En fait, ces événements, on vend un produit, le marketing est là aussi pour accompagner. Aujourd'hui, chez YouSign, ils font beaucoup de choses pour les sales, le product marketing aujourd'hui. Ça peut être Ops très central. Enfin, voilà, ça peut varier. Je pense que j'ai pas de réponse toute faite à ça. Ça dépend vraiment de votre organisation. C'est pour se poser la bonne question de là aussi, du profil que vous recrutez aussi. Et Chloé, pour toi, une question sur les ressources. Comment tu fais au quotidien quelles sont tes ressources qui t'aident pour devenir meilleur dans ton travail? En gros, à quoi est-ce que tu fais partie d'un Slack? Est-ce que tu échanges? Est-ce que tu as des outils pour t'aider à même devenir plus opérationnel et tout? Tu as une petite secret sauce? C'est la question de Oussama. C'est ressources au sens outils? Peut-être que Oussama, ce que je propose, tu peux préciser. Est-ce que c'est ressources au sens tout ce qu'il y a autour de moi? Moi, je comprends tout. Je pense comment dans votre quotidien vous faites pour vous challenger, c'est un métier récent. Comment vous faites pour récupérer soit des best practices? Est-ce que ça passe par des échanges avec d'autres experts? # réseau à visio. Oui, c'est ça. T'as une petite réponse là. Il y a un truc qu'on sous-estime aussi, c'est qu'on apprend vachement au contact des autres qui font des métiers proches d'une autre. Et on se rend compte, quand on change de boîte, on pense qu'on va apporter surtout des choses sur notre métier respectif, mais en fait, on apporte beaucoup de choses sur aussi ce qu'on a travaillé avec les autres équipes. C'est une discussion qu'on avait avec un responsable marketing qui bossait beaucoup avec nous à la fourchette et qui, arrivé dans sa boîte d'après, en fait, s'est rendu compte qu'il a pu beaucoup aider sur l'organisation sales par rapport à tout ce qu'il avait vu. Donc, en fait, on apprend beaucoup au contact des autres et pas uniquement les gens de notre métier. Oui, donc c'est confronter un peu ta vision, échanger, réseau, quoi. C'est ça, et après l'expérience aussi, le temps passé, et être dans une boîte qui bouge pas mal, c'est bien aussi. Faut pas rester à faire la même chose tout le temps. Effectivement,
Quand on a envie d'apprendre plein de trucs, il faut changer de poste tous les ans, quoi. Mm. J'exagère, voilà, peut-être 2 ans, mais il faut voir des choses différentes souvent. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Il faudra qu'on suive de près votre prochain move dans quelques années, alors. Ok, il y avait la question de Lise. Pour vous, quelle est la dimension cible Sales Ops / monde de sales? Alors, je pense que c'est pas évident, mais est-ce que c'est à peu près à la louche, hein, un Sales Ops pour 15 sales, par exemple? Est-ce que c'est déconnant? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que, peut-être on n'a pas le contexte là, on ne sait pas le biz et tout, mais à peu près, grosso modo? Une petite réponse. Ça me semblerait beaucoup, pour le coup, sincèrement. Mm. 1 pour 15, ça me semblerait beaucoup, mais j'ai pas de stats. Autour de 5%, nous on dit on essaie d'avoir. On bosse pas mal avec l'équipe data aussi, parce que du coup, là, on est splitté aujourd'hui, on a une vraie équipe data, et c'est très important aussi, j'insiste là-dessus, parce que c'est des skills spéciales, et avoir une vraie équipe data qui est incentivée sur créer des boards au quotidien, supporte le business à la data, c'est très important, et ce qu'on dit, c'est que à nous deux, 4-5% de la taille de boîte, nos équipes, c'était quand même un pourcentage assez intéressant. Ouais, alors je sais, entre-temps, Lies a précisé, c'était une question sur vos vécus, pas forcément un point de vue ancré, mais comment vous l'avez vu dans vos différentes boîtes par rapport à la dimension. Tu dis à peu près 5%, Benjamin, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait, 4-5%. Enfin, essayer de garder cette tendance-là, c'est déjà intéressant. Après, encore une fois, ça dépend de la spécialisation. Là, je dis ça avec une équipe data. Que, du coup, je pars du postulat qu'on a des gens qui sont aussi dédiés à la data, qui font aussi 5% de la boîte. Et plutôt que de parler de nombre de sales, c'est le nombre d'équipes. Parce que finalement, si tu as 10 équipes différentes, effectivement, ce sera peut-être compliqué à suivre par une seule personne. Donc, dès lors que tu ouvres des nouveaux produits, des nouvelles verticales, des nouveaux pays, tu vas créer sûrement des nouvelles équipes en réorganisant, et c'est là que tu as besoin de plus de monde. Parce que c'est des personnes qui vont pouvoir se spécialiser aussi sur ces sujets-là. Et y compris avoir des équipes globales et locales. Il y a aussi ce sujet-là quand on est sur une boîte avec plusieurs pays. Oui, tout dépend de l'ambition. Trop bien, il y a encore 2-3 questions. Je propose on en prend une dernière. Attention, on entend beau. Il y a une question sur la formation. Est-ce que vous avez des... Bon, alors, j'ai ma petite idée parce que Younes, chez nous, justement, les experts partagent, tu parlais de partage d'experts, partagent leur expertise sur des formats mentoring. Pour te prendre la question juste derrière, oui. Alors, c'est encore ça revient un peu sur ce qu'on s'est dit au départ. Mais est-ce qu'il y a une incentive ou une variable à la perf globale de l'équipe Sales Up, Sales Perf? Est-ce qu'il y a un truc global qui ressort du lot dans vos équipes vécues? Je vais lire. Attends. Du coup, je viens voir la question exacte. Parce que y a-t-il une incentive, une variable à la performance globale de l'équipe pour le Sales Ops? Ah oui, vous aviez un peu répondu déjà. Mais... Oui, ça, enfin, je pense qu'il y a effectivement une incentive à la performance, mais à la fois, donc, encore une fois, c'est les performances de l'entreprise. Donc, pour moi, on les découpe effectivement en fonction des projets qu'on estime importants à mener sur le quarter. On va avoir des OKR, plus de team, et des OKR un peu plus par personne qui vont du coup affecter le variable au final. Mais c'est important effectivement d'avoir ce variable-là qui soit lié à la performance. Ouais, avoir vraiment la vision business globale toujours et la perf en tête. Okay. Ouais. Super, j'avais promis de vous libérer à 12h15. Peut-être un petit mot de ma part pour terminer. Merci pour tous ceux qui ont participé. On a dépassé le cap des 120 inscrits, 120 participants. Plein de questions hyper intéressantes. Évidemment, toujours cette petite frustration. On ne peut pas faire le tour de tout le sujet, mais je trouve que vous avez vraiment donné pas mal de best practices et pas mal de retours d'expé, et ça semble particulièrement important sur un métier qui est récent. On est un peu touche à tout, une espèce de... J'ai bien aimé ta formule, Chloé. C'est le bon sales faire, le mauvais sales faire, c'est celui qui sait un peu tout faire, qui est agile et qui réagit vite, donc hyper intéressant. Peut-être de notre côté, juste le petit point inclus. On a pas mal de clients qui recrutent des sales ops, pas mal de candidats sales ops, pas mal d'experts sales ops. Je vous pousserai dans le replay 2-3 petites actions si vous voulez en savoir plus. Je vous enverrai ça dans l'après-midi. À l'inverse, Chloé et Benjamin, est-ce que vous avez un dernier petit mot pour tout le monde?
Non, mais plus sur Usain, mais nous, on a sorti notre nouvelle version de l'application hier officiellement. Donc, n'hésitez pas à aller la tester. Il y a 14 jours gratuits. Donc, si vous voulez tester l'application, allez-y. Et après, bien sûr, on recrute pas mal. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi si vous voulez en savoir un peu plus. Et toi, Chloé, une petite actu côté Docto ou perso Également, on recrute beaucoup chez Docto, dans plein d'équipes différentes. Donc, n'hésitez pas. On a vraiment besoin de bras là. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions pour les speakers. En plus, on travaille et pour Usain et pour Docto. Donc, reparlons-en. Et encore une fois, merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit. Le prochain Expert Insight, c'est mi-octobre. Et on abordera pareil avec 2 experts du réseau la thématique du branding en B2C. Comment on a des petits quick wins pour être encore plus visible. On aura 2 experts, Alex de Welcome to the Jungle et Antoine Clémenceau de Kitok, qui vient de rejoindre Kitok. Donc, on vous envoie les infos très vite. En tout cas, encore une fois, merci. Et puis alors... Merci Edith. Ouais, merci à tous. Merci Edith. Merci. À bientôt. Salut. Salut.